¿Qué tal? Muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro noveno ciclo de conferencias Babel, la lengua nunca termina, que está dedicado a presentar trabajos, investigaciones, ideas, proyectos relacionados con la lengua, la lingüística y la enseñanza de los idiomas. Este evento, el noveno ciclo, es muy especial ya que será la primera vez que vamos a hacer presentaciones totalmente en francés y con temas relacionados con este idioma. El primer tema se titula Cuando la lengua se convierte en una barrera de supervivencia, la crisis haitiana y la planificación lingüística, y la presentará Karen Reyes Gastelum. Karen Reyes es estudiante del octavo semestre de la licenciatura en enseñanza de francés como lengua extranjera en la FES Acatlán. Su línea de interés académico para esta conferencia se centra en la sociolingüística aplicada, la planificación lingüística y el análisis de las políticas públicas en entornos de crisis humanitarias. El segundo tema es fonética e intercomprensión, sonidos compartidos entre lenguas romances, y lo presentará Dulce María Romo Rojas. Dulce Romo es estudiante de la licenciatura en enseñanza de español como lengua extranjera en la FES Acatlán. Ha cursado el diplomado en escritura creativa impartido en el CEPE por la UNAM y cuenta con formación complementaria como enseñante de intercomprensión por la Universidad de Turín. Actualmente se desempeña como tesista con un enfoque académico orientado a la lingüística, particularmente en temas de intercomprensión y la evolución de las lenguas, ya que colabora en el programa de introducción a la intercomprensión de lenguas romances del Departamento de Francés de la FES Catlán. A la par, milita en diversos movimientos en pro de los derechos de las poblaciones LGBTIQA+. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de la lingüística queer, la aplicación de herramientas tecnológicas en el aula, la intercomprensión y la interproducción entre lenguas romances, además de la comunicación entre humanos y otras especies. Actualmente colabora en proyectos relacionados con la enseñanza de lenguas y participa activamente en el análisis de procesos de aprendizaje de segundas lenguas. Y el tercer tema es el diseño de materiales didácticos como competencia estratégica del docente de lengua extranjera, innovación, contextualización y desarrollo de competencias comunicativas. Y lo presentará Ana Elizabeth Martínez Escalante. Ana Elizabeth Martínez es estudiante de la Licel francés en la FES Acatlán. Previamente cursó la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, formación que le ha permitido integrar principios de comunicación visual y diseño instruccional en la elaboración de recursos educativos. Cuenta con experiencia en la enseñanza del francés como lengua extranjera, con grupos de niños y adultos en niveles iniciales. Ha diseñado diversos materiales didácticos impresos y digitales, entre los que destacan presentaciones educativas, cuadernos de trabajo y actividades interactivas desarrolladas mediante plataformas como Kahoot, Quizlet y Live Worksheets. Actualmente participa en la elaboración y diseño de documentos académicos para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus intereses académicos se centran en la didáctica de las lenguas extranjeras, la comprensión lectora, el diseño editorial y la accesibilidad educativa. Asimismo, desarrolló un protocolo de investigación sobre la relación entre la dislexia y el aprendizaje de lenguas extranjeras, con énfasis en la búsqueda de estrategias que favorezcan procesos de enseñanza más inclusivos. Y antes de la primera presentación, también quiero agradecer a la maestra Zulma Yanira Velázquez Cruz, que es profesora de francés en el CEIA Catlán y también en la LICEL en el área de francés. Y le agradezco mucho por apoyarnos en la organización, la gestión de este evento. Pues bien, vamos a comenzar con la primera presentación y le cedemos la palabra a Karen. Bonjour, merci, prof. Ismaël. Je vais juste me permettre de partager mon écran. Ok, donc je me permets. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, Donc, merci. Donc, comme disait le prof Ismaël, je vais vous parler de
quand la langue devient une barrière de survie, un peu sur la crise haïtienne et l'aménagement linguistique, c'était dans le cadre d'un cours d'aspect géographique, politique, économique et sociaux. Donc, d'abord, je vais me permettre de vous demander d'imaginer une situation. Donc, imaginez que vous êtes blessé en votant un formulaire, donc un formulaire de santé, un formulaire sur des sujets d'état civil, etc., mais que vous ne comprenez pas un seul mot. Donc, je ne parle pas malheureusement de métaphore. Ce n'est pas en fiction non plus. C'est la réalité quotidienne des millions d'Haïtiens. Donc, aujourd'hui, en 2026, c'est la réalité que beaucoup d'Haïtiens y vivent. Oui, on a Haïti. Donc, juste pour vous donner un peu des contextes, Haïti est un pays des Caraïbes avec une histoire extraordinaire. C'est la première république noire du monde et elle est née en 1804, dont révolution d'esclaves unique de l'histoire de l'humanité. Mais c'est aussi un pays où la langue officielle est étrangère. Donc, quand j'ai dit la langue officielle est étrangère, ça veut dire que la majorité de la population à Haïti ne parle pas le français. Donc aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cette fracture linguistique est devenue, face à une crise, malheureusement, une urgence humanitaire qui maintenant il est un peu invisible. On ne se rend pas vraiment compte quand on parle d'Haïti. Pour comprendre la situation, et je vais vous partager quelques données essentielles. Haïti compte 11 millions, 11 millions 906 habitants. Et depuis sa constitution en 1987, euh, il reconnaît officiellement deux langues. Donc on a la langue française comme langue officielle, mais on a aussi le créole. Et Haïti, il fait partie, ou il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1970. Et jusqu'à là, on peut se dire que tout est OK. Il y a un grand nombre d'habitants en Haïti et on reconnaît deux langues officielles. Cependant, selon le rapport officiel de l'Organisation internationale de la francophonie publié cette année-là, mais qui récolte les données de l'année 2025, seulement 42% de la population haïtienne est francophone. Donc, on est sur un pays où la, on reconnaît une langue officielle, donc c'est la langue française qui est la langue de l'État, euh, et où la plupart des habitants, ils parlent même pas le français. Donc on a en face, donc si on fait la comparaison, on a 95% des personnes qui sont créolophones. Donc c'est vraiment la langue maternelle, c'est l'identité du pays. Et donc, je prenais vraiment le temps de regarder ce que vous avez sous les yeux. On parle d'un pays où la plupart des démarches, par exemple administratives, l'État, les écoles, les tribunaux, sont en français. Et malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui parle cette langue. Donc c'est pour ça que quand j'ai préparé ça, je voulais vraiment mettre en lumière, pour que vous puissiez regarder la crise à laquelle on est confronté en Haïti, parce que la plupart de sa société ou la plupart de la population ne parle pas la langue officielle, ce qui est vraiment un peu catastrophique, sachant que le créole, il est un peu mis à l'écart dans la communauté. Donc, et selon l'Organisation internationale de la francophonie, elle-même classe Haïti parmi les pays où le français est la seule langue d'instruction officielle. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis la seule langue d'instruction officielle? Ça veut dire que toutes les démarches administratives,
tout ce qui passe par l'État, tout ce qui passe par les écoles, etc. L'Haïti, normalement, est le seul et reconnaît seulement le français comme langue d'instruction officielle. Donc, si on compare, on a juste deux autres pays qui ont cette critère-là. On parle de la France et de la Suisse, qui ont aussi ce fonctionnement-là. Malheureusement, on parle, on est sur une situation où la plupart des personnes ne parlent pas le français. Donc, et ces phénomènes-là, on le connaît en linguistique et ça s'appelle la diglossie. Donc, juste pour vous donner un peu sa définition, la diglossie, c'est la coexistence des deux langues ou des deux codes linguistiques agent des fonctions sociales différentes. Donc, dans ces cadres-là, on parle de la coexistence des deux langues dans une même société avec un statut social radicalement inégal. Donc, en Haïti, cette diglossie n'est pas nouvelle, on le connaissait depuis longtemps, et elle date de la colonisation française. Ce qui est nouveau, c'est ce que je vais parler juste après, c'est la crise à laquelle les Haïtiens ou les personnes qui habitent actuellement en Haïti font face, parce que ça a été un boule de neige. C'est vraiment différent sujets qui ont passé pendant le temps, qui ont fait qu'actuellement, en Haïti, on est face à une crise qui va au-delà de la langue, qui va au-delà de ne pas parler français. Donc, parce que si on s'est dit, bah, moi, je ne parle pas français, mais j'habite au Mexique. Au Mexique, on parle tous espagnol, ou la plupart des personnes parlent espagnol, donc il n'y a pas vraiment de soucis. Mais quand on parle, ou quand on met ce contexte-là, où officiellement la langue française, c'est la langue de l'État. Là, on est vraiment sur une catastrophe, je veux dire comme ça, mais on est face à une crise. Donc, comment on est arrivé là ou pourquoi? Bon, comme j'ai dit, c'est la diglossie, elle existe depuis longtemps. Malheureusement, on avait déjà le créole et le français qui étaient vraiment considérés comme dans différents statuts et statuts sociaux. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on est arrivé là? Le 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse est assassiné à son domicile. Et ces crimes-là déclenchent une spirale d'instabilité sans précédent. Donc, je vais vous montrer une petite ligne de temps. Donc, on parle en 2010 d'un sisme qui a fait environ 300 000 mortes. Après, il y a eu l'assassinat de président en 2021. On a à Port-au-Prince 85% des gangs, donc on parle des délinquants ou des sujets criminels. Et les statistiques disent bon, les statistiques vérifiées par l'ONU disent qu'il y a 5 519 morts en 2025. Donc, maintenant qu'on a un peu le contexte ou le regard au global, on parle d'un État où il n'y a pas un parlement, il n'y a pas vraiment un gouvernement, il n'y a pas une structure gouvernementale qui permet d'avoir un peu un État stable. Donc, il y a vraiment, comme j'ai dit, c'était une boule de neige qui a fait qu'à date, on se retrouve avec ça. Donc, euh, cette fracture linguistique, ça fait qu'actuellement, on est face à une question de vie ou de mort. Donc, j'ai fait vraiment, je mets en lumière les statistiques de 2025 parce que on ne parlait pas, bon, je parle des chiffres, des statistiques, mais on ne parle pas des statistiques, on parle des personnes qui sont mortes, mais qui auraient pu pas être le cas parce que
comme je disais, depuis 2010, on se retrouve avec des situations qui font on se retrouve avec une situation qui n'est pas stable en Haïti. Donc, l'Union et bon, l'ONU, l'organisation euh, UP, reconnaît et qui actuellement on se retrouve avec une crise oubliée à Haïti. Et on va voir comment ça se concrétise sur les différents domaines. Par exemple, sur la partie éducation, euh, l'enseignement haïtien était dispensé en français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si moi, bon, je vais essayer un peu de mettre mon exemple en espagnol, donc on est hispanophone, mais imaginons, euh, au Mexique, la langue française devient la langue officielle. Donc, nous, quand on est petit, on apprend l'espagnol. Donc, et imaginez si on disait que la langue officielle institutionnelle était le français, depuis que je suis petit, il y aurait personne pour m'enseigner le français, parce que dès qu'on est à l'école, bah, l'enseignement, ça serait en français. Donc, on se retrouve vraiment avec une barrière linguistique, qui, quand on est petit, ça va, il n'y a pas vraiment beaucoup de soucis, on commence à apprendre. Mais, et quand on est un peu plus grand, et que bah, toutes les écoles où tout l'enseignement est en français, se retrouve vraiment avec une barrière d'apprentissage. Ce n'est pas justement, bah, moi je ne parle pas français, je vais aller chercher d'autres écoles. Là, c'est, bah, je ne parle pas français, je n'ai pas accès à l'éducation. Parce que toutes les écoles, ou la plupart des écoles, c'est l'enseignement et en français. Sachant que, bah, dû à la Constitution, cette situation-là, bon, elle est bien établie dans la Constitution et c'est la fait que bah, l'éducation, elle est dispensée en français. Et comment ça se concrétise en 2025, par exemple? On parle de plus de 1600 écoles fermées, 47 écoles détruites en janvier 2025 et on a 80 écoles qui sont toujours fermées en 2026. Donc, pour parler encore des chiffres, on parle des 243 à 43 000 élèves qui sont sans scolarité en Haïti. Donc, c'est deux personnes qui, malheureusement, n'ont pas accès à l'éducation. Et ce n'est pas parce ils sont pas accès à une école à côté de chez eux, mais c'est plus parce que bah, l'éducation, il était dispensé en français. Et c'est vraiment un accès qui est coupé à l'éducation pour les personnes haïtiennes, bon, pour les Haïtiens. Donc, voyons vraiment sur la partie santé et qui pour moi est la plus, je dirais pas la plus importante, mais l'éducation il est aussi très important. Mais sur la santé, les organisations humanitaires qui interviennent en Haïti, donc on parle de ONG, agences de l'UNO, etc., opèrent normalement en français ou en anglais. Donc, quand on parle des formulaires médicaux, comme la situation que je vous ai donnée tout au début de la conférence, donc imaginez, on vous donne un formulaire médical en français ou en anglais. Et vous, bah, vous ne parlez pas cette langue parce que vous avez appris le créole, parce que c'est la langue que vous apprenez à la maison, etc. Donc, euh, vous ne pouvez pas décrire votre douleur à un médecin. Vous ne pouvez pas vraiment vous faire comprendre face à un médecin parce que la plupart des ONG ou des associations qui vont aider en Haïti, ce sont des associations qui ne parlent pas le créole. Donc, on parle des patients créolophones qui ne comprennent pas leur diagnostic ni leur ordonnance. Donc, l'accès à l'information médicale, dans sa propre langue, donc dans le créole, est est un droit fondamental, mais à date, non par mauvaise volonté, mais par absence des politiques linguistiques,
et les personnes qui sont en Haïti se retrouvent vraiment avec une barrière linguistique totale où s'ils comprennent pas, si les médecins en face ne comprennent pas la douleur du patient, et si moi je ne comprends pas mon diagnostic, moi je ne vais pas pouvoir vraiment suivre ce qui m'est dans. Donc, soit juste pour aller vraiment tout au vu, j'exagère un petit peu, mais c'est la réalité, de dire bah, on est entre la vie et la mort. Bah, si moi je ne comprends pas mon diagnostic, si le médecin d'en face ne comprend pas ma douleur, bah, je peux vraiment mourir parce qu'il n'y a pas mon incompréhension. Et c'est vraiment une barrière linguistique qui est donnée en place ou en Haïti. Donc parlons maintenant de domaine juridique. Comme j'ai dit tout au début, bah, la langue française, c'est la langue qui est définie comme langue officielle de l'État. Et à date, le corpus législatif haïtien est intégralement radié en français. Quand je dis ça, qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire quoi? On parle des droits, des lois, des contrats, jugements, étus. Tout ça, il est écrit en français. Donc, comme je disais, on est sur les mêmes soucis. Moi, je ne parle pas français, donc ça peut arriver que je ne comprends pas les lois qui sont appliquées dans ma région, dans mon pays. Donc, toutes les personnes qui sont déplacées, par exemple, qui partent à l'étranger, etc., qui doivent prouver leur identité, accéder à des aides ou défendre leurs droits, elles sont aussi face à une barrière juridico-linguistique totale. Donc, on parle de 1,45 million de déplacés qui n'ont pas de voix parce que ils ne comprennent même pas toutes ces lois, décrets, contrats, etc. Et on arrive sur la dernière partie, sur la partie migration. Donc, on parle de toutes ces personnes qui ont pris euh, la valeur, on va dire, de partir du pays, aller chercher bah, d'autres objectifs ou aller chercher d'autres opportunités. Euh, c'est qu'on va appeler une triple barrière linguistique. Pourquoi? Parce que bah, le créole n'est pas reconnu. Euh, le français, bah, si tu le connais, bah, normalement c'est limité. Et l'espagnol et l'anglais sont normalement inconnus pour les personnes qui viennent d'Haïti. Donc, en 2026, par exemple, les États-Unis ont tenté de supprimer le statut de protection temporaire pour les Haïtiens sur leur territoire. Donc, les personnes qui vont aller chercher d'autres opportunités sur d'autres pays se retrouvent avec un triple barrière linguistique lorsqu'ils arrivent sur le nouveau pays. Parce que malheureusement, ils parlent le créole, mais ils parlent un peu le français ou un peu l'espagnol ou l'anglais. Donc, ils se retrouvent vraiment bloqués sur son pays parce que il y a une constitution qui, à la base, il n'a pas vraiment été planifié. Il n'a pas vraiment, il n'y a pas eu vraiment un sujet de l'État hum, qui a fait qu'on a mis correctement ces vases-là. Donc, on se retrouve avec ces quatre domaines où les Haïtiens sont impactés aujourd'hui. Et comment on peut analyser tout cela? Euh, c'est Louis Jean Calvé, c'est un théoricien de la sociolinguistique qui définit l'aménagement linguistique comme l'ensemble des décisions politiques visant à réguler l'usage et le statut des langues dans son société. En Haïti, cet aménagement est doublement bloqué. Donc, c'est-à-dire quoi tout ça? Bon, l'aménagement linguistique, c'est vraiment toutes les décisions qui vont me permettre aux deux langues de se mettre vraiment en place. Et à date, en Haïti, ça, c'est vraiment bloqué. Pourquoi? On a un premier obstacle qui est l'État est effondré. Donc,
On a aucune politique linguistique coordonnée. On n'a pas de parlement ni gouvernement légitime depuis 2021. Donc, malheureusement, l'aménagement linguistique ne peut pas être déployé parce qu'on n'a pas un État, on n'a pas un gouvernement, on n'a pas un président, on n'a rien, malheureusement, qui puisse permettre la mise en place correcte de cet aménagement linguistique sur le pays. Et on retrouve un deuxième obstacle, c'est la Constitution de 1987 qui reconnaît le créole comme langue officielle, euh, mais sans loi d'application concrète après 35. Donc, on n'a pas, on a une reconnaissance de la langue du créole comme langue officielle, mais on n'a pas d'outils pour mettre en place ou pour bien appliquer cette langue sur le pays. Donc, c'est égal à une catastrophe humanitaire. C'est vraiment important de regarder ce deux obstacles-là parce qu'on parle vraiment d'un État ou d'un pays qu'à date ne permet pas vraiment de mettre en place ou de bien comprendre ou de bien faire cohabiter les deux langues, donc le français et le créole. Et c'est comme, par exemple, au Mexique, si on nous dit maintenant vous avez la langue française comme langue officielle, ok, mais on nous donne pas nos outils. On nous donne pas des outils. On nous dit, bah, vous devez apprendre le français. Ok, on va apprendre le français, mais comment on l'apprend? Où on l'apprend? Et à quel moment on l'apprend? Donc, est-ce qu'il va y avoir des écoles qui vont être mises en place? Il va y avoir des cours qu'on va avoir lors de, bah, à l'école, etc. Donc, c'est vraiment tous ces dispositifs-là qui n'est pas ou qui n'a pas pu être mis en place en Haïti qui fait qu'actuellement, ben, on se retrouve avec cette crise humanitaire où on a des barrières linguistiques qui sont, qui sont une crise humanitaire. Et juste pour mentionner, comme le dit le linguiste haïtien Michel Desgraves, la diglossie n'est pas le problème en soi, c'est l'absence d'outils pour la gérer qui crée la catastrophe. Donc, le souci n'est pas d'avoir deux langues officielles. Le souci est vraiment de ne pas avoir des outils pour avoir les deux langues ou pour faire cohabiter les deux langues. Et donc, hop, pardon. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire face à bah, cette crise qui est déjà en place? J'ai un peu pensé à trois stratégies. On a une urgence immédiate qui est l'éducation. L'éducation, c'est vraiment un des piliers dans n'importe quel pays. Donc, on a besoin d'une éducation bilingue d'urgence. Donc, enseigner le créole dès le primaire et le français comme langue étrangère. Ça serait une des premières stratégies. Et cette stratégie, elle est déjà été imaginée par l'UNESCO. Et normalement, ça doit s'appliquer de 2025 à 2029. Et elle est déjà en cours. En avril 2025, le ministre haïtien de l'Éducation et l'UNESCO ont lancé une réforme curriculaire dont la phase 3 prévoit 108 000 écoles et 30 000 élèves entre 2025 et 2029. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est mis en place grâce à l'UNESCO. Après, la deuxième stratégie, ça serait un peu une stratégie des moyens termes, c'est la traduction humanitaire systématique. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé des sites internet et normalement, j'ai vu que par exemple, le nous, il a mis en place des sites en créole, justement pour les personnes qui parlent le créole. Donc, il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais ça serait plus un dispositif où il y a une obligation légale pour les ONG de produire en créole. Donc, on parle d'un pays où la plupart des personnes parlent le créole. Donc, ça serait vraiment un droit fondamental pour les personnes qui habitent et qui ont besoin d'aide humanitaire. Et comme troisième stratégie, un peu de long terme, ça serait la valorisation médiatique du créole. Donc, on parle des radios communautaires, podcasts, créateurs de contenu, etc. Donc, vraiment,
mettre en lumière le créole et dire, bah, commencer à parler autour des personnes, que tout le monde puisse connaître aussi le créole, pour que bah, c'est déjà une langue qui est dans le pays. Donc on va pas, on a déjà vu, on va pas changer ça. Donc l'objectif c'est vraiment de s'adapter et trouver des stratégies pour faire face à cette crise qui est déjà en place. Et juste, je voudrais terminer avec quelques mots. Et c'est le créole n'est pas un obstacle au développement haïtien, c'est la clé de ces développements. Donc, la langue, ce n'est pas vraiment un détail administratif, ce n'est pas un détail ou une question secondaire qu'on règle après avoir résolu les vraies crises. Vraiment, la langue, c'est l'accès aux soins, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la dignité. Euh, donc pour moi, en Haïti, reconnaître le créole, c'est vraiment le reconnaître, mais pas que sur un papier. Et la première stratégie d'aménagement linguistique, ça serait vraiment de reconstruire et de reconnaître cette langue aussi dans le pays. Et c'est là, ça serait la base de toute reconstruction possible dans le pays. Euh, hop, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, je suis là. Merci. Je voudrais savoir si très intéressant les, les options pour valoriser les créoles. Est-ce que vous connaissez déjà euh, une de ces opportunités que vous avez dit? Est-ce que vous connaissez quelque chose sur c'est-à-dire l'éducation bilingue? Est-ce que euh, ils ont mis en place l'éducation bilingue, la traduction humanitaire systématique? Moi, je ne crois pas que la traduction humanitaire systématique, ça marche parce que, en fait, les personnes qui parlent le créole, ils parlent déjà le français parce que quand ils vont à l'université ou à l'école, ils parlent déjà le français. Et cependant, par exemple, la valorisation médiatique du créole, est-ce que c'est déjà mis en place ce type de valorisation sur les créoles ou pas encore? Non, sur la valorisation, non, ce n'est pas encore mis en place et cette stratégie, c'est vraiment une proposition de mon côté et c'est basé sur bah, les études des Fishman. Où on parle vraiment de la valorisation dans la communauté, ça fait le fait de et aussi essayer d'apprendre et de faire connaître le créole. Par contre, l'éducation bilingue d'urgence, c'est un plan de l'UNESCO, un plan 2025-2029 qui normalement est en cours pour transformer l'éducation en Haïti, pour vraiment donner une éducation bilingue. Donc, Bilingue. oui, Mhm. oui, D'accord. oui. Parce Merci. qu'ils ont déjà l'éducation bilingue. Mais la valorisation, je pense que c'est ça qui reste à faire. Hein. Ouais. Mhm. Oui, oui, oui. Et je pense que ça serait aussi très intéressant de faire connaître le créole ailleurs, Oui, euh, pas qu'en Haïti, parce que oui, ben, oui, moi, quand j'ai fait cet exercice-là ou cette étude-là, j'avoue que je connaissais pas les différentes contraintes ou obstacles qu'on avait en Haïti. Donc, ce n'est pas malheureusement très connu. Euh, on ne parle pas souvent. Et même si on est, bah, l'Haïti, est en Amérique latine ou bon, en Amérique. On parle pas trop souvent de l'IT malheureusement. Et je pense que c'est surtout ça aussi de faire parler de la situation existante en Haïti, autour des personnes qu'on connaît ou autour de, oui. grâce à ce type de conférences, etc. D'accord. Merci.
De rien. Et je voudrais savoir, pardon, si le créole est possible de l'étudier, par exemple, ailleurs. Parce que si on va mettre le statut de langue officielle dans un pays, par exemple Haïti, et c'est le français la langue principale, bon, la langue administrative, et comment on pourrait faire pour, euh, je ne sais pas, comme dans d'autres pays, étudier le créole? S'il y aurait la possibilité, par exemple, si je voudrais être interprète, parce qu'il y a des Haïtiens qui sont arrivés au Mexique, réfugiés, et j'ai vu qu'on demande, par exemple, des traducteurs, mais bon, je compte sur le français, mais pas le créole. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Pendant l'investigation, j'avais vu bah, là, bah, pour faire juste une première approche, il y a par exemple Duolingo qui apprend le créole haïtien. Et sinon, je sais qu'il y a aussi des associations, soit au Mexique, soit des associations qui parlent le français, qui enseignent le créole. Donc, ça serait vraiment d'aller regarder. Je n'ai pas regardé à détail qu'est-ce qui existe au Mexique ou en France ou ailleurs, mais je sais qu'il y a des associations qui valorisent le créole ailleurs. D'accord, merci. Pardon. Et la recherche que vous avez fait, et combien de temps est-ce que vous l'avez fait? J'ai l'ai fait pour un cours à l'université, donc ça a pris un mois. J'ai pas fait. Bah, c'était pendant le cours de français, bon, à l'université. Et ouais, c'était un mois de recherche. J'ai pas fait plus que ça. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Karen, por esta gran presentación. Y vamos a dar paso a la siguiente ponencia, fonética e intercomprensión, sonidos compartidos entre lenguas romances. Adelante, Dulce. Premièrement, moi je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et oui, je vais vous parler sur l'intercompréhension. Hum, c'est les sujets sur que je suis en train de faire mon mémoire. Alors, je vous partage l'écran. Donnez-moi un minute, s'il te plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Vous voyez mon écran, non? Oui. D'accord. Je vais vous partager un petit vidéo pour qu'on on commence avec tous ces fêtes des langues. Brasileña, aham. Sí, pero falo muito bem o espanhol, capiche? Sí, claro. ¿Aceita cartãoncito ou somente dinheirito? Puede hablar en portugués, cariño. Entiendo mucho mejor. Não, eu faço questão. Estou em su paísito. Eu tenho 150 dias em Duolingo. ¿Duo qué? Ah, perdão. Duolingocito. Ó, pasa? aqui ó, dinheirito. Arigato, hakuna matata. Rola! Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que s'est passé ou qu'est-ce que vous avez vu dans les vidéos? Oui, qu'est-ce elle a dit? Pourquoi est-ce qu'elle a dit? Hmm, moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. Alors, moi, j'ai une question. Cette vidéo, est créée avec l'IA ou c'est réel? C'est deux personnes. Oui, Réel. oui, c'est D'accord, une bon, TikTok. je comprends. Alors, moi, je voudrais dire que cette personne, c'est à propos qu'elle parle, elle fait cette mélange d'espagnol avec le portugais, mais c'est peut-être une critique
à la plateforme, à l'appli Duolingo, parce que ça ne veut pas dire que quand on utilise quelques plateformes ou applis, ça ne veut pas dire qu'on peut vraiment parler la langue. Merci. D'accord. Waouh. Voilà. Ouh là là. Et je n'avais pas pensé assez à ça, mais je suis époustouflée parce que oui, c'est aussi, on peut voir comme une critique, mais je voulais que vous voyez que dans ces vidéos, la personne, elle parle comme un genre de espagnol et portugais mélangé, mais selon les règles mentales qu'elle a sur l'espagnol, comme dans le Mexique, on utilise beaucoup ito et tous ces genres d'expressions pour faire les choses petites. Et on va commencer. Voilà, c'est phonétique et intercompréhension. Leçons partagées entre les langues romanes. Quand on parle une langue en général, on peut comprendre percer ce que les personnes qui ne parlent pas la langue mais qui parlent une langue pareille dit. Par exemple, comme dans l'exemple, les portugais et l'espagnol, même en utilisant des mots en portugais, et la personne comprenait, non? Pourquoi est-ce que ça passe? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a un nom? Et oui, c'est l'intercompréhension. C'est un phénomène fantastique. C'est une capacité qu'on a, une capacité pragmatique de comprendre l'autre, même si nous ne parlons pas la langue qu'il parle. Mais la condition, c'est de parler une langue dans la même famille. Et même parfois, on peut comprendre des langues qui ne sont pas dans la même famille. Mais ça, c'est un petit peu plus difficile et différent. Mais oui, c'est ce principe qu'on peut comprendre et se faire comprendre dans deux langues différentes en même temps. C'est didactique, ce genre de didactique, et a été fait sur la base de 7 amis, ou los 7 cedazos, qui sont, c'est une espèce de manière de stratégie pour comprendre les langues, même comme si nous savons des amis. Qu'est-ce qui fait des tamis? On pose une chose, la farine, le sucre, je ne sais pas, et on les donne des petits et tap, 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 tap. Et comme ça, on finit avec une farine plus, et, plus fine, plus petite. Et c'est ça, ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire avec les langues. On va prendre une langue, on va prendre les tamis, on va les donner des tapes et comme résultat, on va avoir une compréhension globale, sinon spécifique, de ce que les personnes a dit ou ce que nous savons. Ils sont 7 sur les préfixes et les suffixes, les lexiques internationaux, les panromaniques, les correspondants phonétiques, les correspondants graphiques, la transférence syntantique et la transférence grammaticale. Non? Aujourd'hui, on va parler spécifiquement sur les 3 et les 4 un petit peu, mais oui, les 3. La correspondance phonétique. Quand nous parlons une langue romane,
Nous avons aussi dans les répertoires internes la capacité de comprendre 8 langues plus, non? Nous parlons l'espagnol, nous sommes capables de, avec les correctes stratégies, comprendre les 8 autres. 8 selon le projet Eurocom Rome, c'est un projet qui a dessiné ce genre de stratégie appelée les septami. Avec notre espagnol, même si nous ne parlons pas une autre langue, dans ce cas, on parlons le français, mais seulement en parlant l'espagnol, nous pouvons comprendre le portugais, le galicien, l'occitan, le catalan, le franco-provençal, l'italien, les romanches et les roumains. Ici, j'ai pour vous, oui. C'est le latin bulgare parce que sinon nous nous souvenons, le latin a été devenu ces langues qu'on parle grâce à le latin bulgare parce que le latin culturisé, le latin de la haute couture, était plus difficile d'accéder comme des personnes et comme la population bulgare, non? Alors, nous avons le latin, la partie occidentale. Ici, nous avons l'espagnol, le français, le provençal, le portugais, le catalan. Mais dans ces parties, nous avons par exemple l'italien, les sardo et les roumains. Et oui, nous parlerons un petit peu sur les troisième tamis et les quatrième tamis. Le troisième, comme je vous avais dit, c'est la correspondance phonologique. Identification des mutations sonores régulières entre les langues parentées. Et les quatrième tamis, des graphies et de prononciation. Le décodage des proventions orthographiques nationales et comprendre comment chaque langue choisit d'écrire des sons similaires. Nous avons une fois dans l'histoire partagé la même mère et maintenant nous sommes des filles et en parlant des langues, non? La mère était le latin, nous des filles, des garçons sont langue romaine. Je vais vous présenter 3 et 4 exemples. Et dans la racine était festa, festum. Et c'est prédicible et cette genre de son partagé entre les langues. Dans le français, nous savons que c'est le mot fête. Dans l'espagnol, nous savons fiesta. L'italien, festa. Et le portugais, festa, non? C'est un mot différent. C'est le même mot, mais c'est un mot différent dans chaque langue. Mais c'est presque les mêmes sons. Alors, nous pouvons comprendre si une personne italienne nous a dit festa, parce que nous savons comment est-ce que ça se dit en français, en espagnol, dans une autre langue, non? Alors, il ne faut pas parler la langue pour pouvoir la comprendre. Et cette méthodologie, c'est plus applicable quand nous parlons de la lecture, par exemple. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer que c'est facile de pouvoir comprendre aussi dans la manière vocale, non? Et parce que, par exemple, si moi je commence à parler en italiano, vous siete très capable de me comprendre, non? Avec les nox, noctem. Nous avons nuit en français, noche en espagnol, notte en italien et en portugais notte, non? C'est le même mot de différentes manières entre 4 langues, mais c'est presque transparent, non? Nous pouvons comprendre, c'est partie de ce que nous appelons le
répertoire pan-romanique. C'est environ des 405, oui, je ne sais pas combien c'est à la fin, mais ils ont un petit répertoire sur les mots que nous partageons entre les 8, 9 langues romanes. Ici, nous avons lactis en latin, qui est devenu lait en français, leche en espagnol, latte en italien et latte en portugais, non? Excusez-moi mon portugais, parce que moi, je ne le parle pas. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Mais je crois que moi, je suis aussi un exemple de que je ne le parle pas, mais je le comprends. Alors, tout le monde, avec la correcte examination des langues et tous ces genres d'appareils que nous savons pour pouvoir comprendre, nous sommes capables de les comprendre aussi. Et à la fin, famulus. Nous avons en français famille, espagnol familia, italien familia et en portugais familia, non? C'est transparent, c'est presque la même mot, mais avec des correspondances graphiques selon la langue, non? Et je crois que la plus différente serait familia, non? En italien. Ici, moi j'ai aussi pour vous ces deux mots que j'aime beaucoup parce que c'est un exemple vraiment riche. Nation et tradition. Nous avons en latin natio, et comme les racines en français, nation. Ici, nous avons la prononciation. En espagnol, la nation, en portugais, nação. Alors, nous pouvons ici voir les sons partagés. Tion, sion, sao. Alors, si nous comprenons ça et nous écoutons que quelqu'un a dit une chose avec un sao en portugais, nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'il a dit, mais dans un sens général, les contextes, par exemple, non? Ou si on est plus éduqué dans ces genres de sujets comme l'intercompréhension, nous pouvons même comprendre tout ce que la personne a dit, non? Et tradition. Traditio, traditionis. En français, nous avons tradition. En espagnol, nous avons tradition. En portugais, tradição. C'est la même logique, la même chose. Tion, tao. Et oui, je crois que c'est trop transparent. Ici, on va parler un petit peu sur l'alphabet phonétique international, non? Et les notions orthographiques. L'orthographie nationale masque la similitude. Même ça peut être écrit de manière radicalement différente selon la langue romane, mais ce que nous avons voir comme ici, la ñ que nous avons dans l'espagnol, mais nous avons par exemple dans les italiens, gn, et c'est pas si radicalement différent, mais c'est différent et nous pouvons pas comprendre d'une manière immédiate, mais si nous examinons correctement les mots, nous pouvons comprendre que c'est les mêmes mots. C'est correspondant et ñ et n, non? Et aussi, pour pouvoir finir, je vais vous partager une vidéo pour que vous compreniez ce que je vous avais dit, mais aussi nous l'utilisons dans la pratique. Donnez-moi un minute, s'il vous plaît. Et à la fin, je vais vous demander ce que vous avez compris. C'était pas ça. Ici. Acredito que o seu nome seja Luísa.
Sim. Sou muito bom de adivinhar as coisas. Claro que não, porque tá escrito aqui, ó. Seu animal preferido qual é? Gato. Nossa, nunca vi tanta gente gostar de gatos. Outro animal? Animal adotivo. Ah, Luísa Mel, adorei você. Sabe o que é ser quando crescer? Médica veterinária, cantora e pet shop. E você não conseguiu pensar em uma coisa pra fazer. Qual é o seu talento mesmo? Medicina. Medicina. O tio tá bem confuso agora. Mas vamos lá. Qual é a função do coração? O sangue entra no coração e ele bomba o sangue pra cada parte do corpo pra gente sobreviver. Doutor, me ajuda. Outra pergunta. Germes, macrófagos, estreptococos. Ela te xingou, eu não deixaria. Não, você sabe o que é? Macrófagos é a defesa do nosso corpo. Ele combate as bactérias. Ah, sai daqui. Você nem devia estar num bar. A doutora House que tá aqui com a gente. Meu, você é maravilhosa, parabéns. Je ne sais pas combien d'ici ont une fois ou des contacts avec la langue portugaise, mais je suis sûre que vous avez tout compris. Parce que c'est transparent, ce qu'elle a dit, mais aussi parce que la petite fille utilise beaucoup de mots qui sont pas si transparents, mais internationaux, non? Comme macrophagos. Nous savons que c'est ça parce que nous l'avons vu dans un point dans la vie, non? Dans la science. Alors, tous les mots qui sont partagés entre la science et la technologie sont aussi transparents. Et les sons, c'est presque les mêmes, non? Alors, nous pouvons comprendre avec tous ces contextes ce qu'elle a dit. Et voilà. Merci. Muchas gracias, Dulce, también por esta excelente presentación. Y vamos a dar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Y recuerden, lo pueden hacer tanto en español como en francés. Je comprends presque tout, mais pour moi, le portugais est plus difficile que l'italien pour moi. Oui, et je crois que c'est une chose aussi des personnes. Chacun ont des difficultés ou des facilités pour pouvoir comprendre une langue ou l'autre. Mais oui. María del Socorro. Ahora lo voy a hacer en español. ¿Han hecho el experimento de trabajar con la fonética de cada lengua y que el alumno la, la practique, no sé, pues en un pequeño texto, o sea, en un párrafo? Noi non l'abbiamo fatto ancora, perché il nostro corso è più di leggere, ma io credo che possiamo farlo e la prossima volta noi verremo cosa succede, ¿no? Ay, qué bonito. Vous avez compris? Ajá, sería muy interesante. Oui. Très intéressant. Mm. Oui. Et je suis sûre aussi que vous avez compris, même en italien. Merci beaucoup pour l'idée, María del Socorro. J'ai compris. Et Yolanda Guillermina López Franco. Merci. Je voulais juste signaler, c'est très très bien, que ce sont des stratégies, non, qu'on peut apprendre. Donc, c'est ça ce qui va faciliter l'apprentissage des autres langues qu'on ne connaissait pas forcément ni formellement,
Mais si on emploie ces stratégies de cet ami, ça va faciliter l'acquisition des langues. Dans la vidéo qu'on a vue à la fin, c'était très clair justement parce qu'il y a la transcription. On peut écouter, on peut lire en même temps. Donc, c'est les troisième et le quatrième tamis, disons, qui sont ensemble. Donc, on écoute la réalisation orale et en même temps, on voit comment ça s'écrit. Et donc, ça facilite la compréhension puisque ce qu'on ne comprend pas à l'oral, on le comprend à l'écrit avec l'aide de ce qu'on connaît des autres langues. Donc, il y a bien sûr les mots internationaux comme les mots de la science, mais il y a aussi les mots par roman et ça va nous aider. Donc, merci beaucoup. C'est une approche très, très intéressante, très utile à faire de façon systématique. Si c'était à l'université, ça ce serait génial, mais on peut le faire aussi petit à petit de façon individuelle. Merci. Merci beaucoup à vous. Et je crois que ça serait merveilleux d'avoir des sous-titres quand nous parlons avec quelqu'un, non? Ça serait génial. C'est la chose la mieux dans le monde. Un'altra domanda? Dans le chat, nous avons le portugais est super facile, c'est juste de la prononciation. C'est presque identique à l'espagnol. Oui, oui, je crois ça. Mais pour vous dire sur la prononciation, dans le portugais, nous avons 19 sons vocaux, je crois. Et dans l'espagnol, nous avons seulement 5. A, E, I, O, U. Et ça, c'est tout, non? Dans les français, nous avons environ 19 et 4, ils sont nasaux, non? Alors oui, c'est presque identique, mais il y a des choses plus difficiles dans ces questions, non, des sons. Nous avons 27 lettres dans les abecedario espagnol, mais dans l'autre, ils ont 26 parce que nous avons... Ah non, il a disparu. Ah non, si. 26 parce que Leña a disparu. Muy bien. Pues ahora sí, nuevamente muchas gracias, Dulce, por esta presentación. Y vamos con la última a cargo de Ana Elizabeth Martínez. Adelante, Ana. Oui, merci. Je vais partager mon écran. Et bon, pour commencer, bonjour à tous et bienvenue dans ce cycle de conférences Babel. Soyez bienvenus. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la conception des ressources pédagogiques, une compétence stratégique pour l'enseignant de langue étrangère. Et bon, avant de commencer, je voudrais que vous vous posez cette question. Combien d'entre vous, peut-être vous êtes enseignant et combien d'entre nous ont déjà modifié une activité d'un manuel parce qu'elle ne correspondait pas aux besoins de leur apprenant? Ça, c'est la première question que je voudrais poser. Et bon, avant de continuer, je voudrais dire que les matériels n'enseignent pas à eux seuls. C'est l'enseignant qui enseigne à travers les choix pédagogiques qu'il fait lors de leur conception. OK? Alors, et pour entrer dans ces thèmes, je voudrais parler des limites des manuels. Bien sûr que les manuels ont beaucoup de choses bonnes pour nous les enseignants, mais il y a aussi ses limites. Et d'après Diaz et Ascension et Ezeiza Ramos,
Les manuels commerciaux présentent certaines limites. Par exemple, la personnalisation limitée. Aussi, la manque d'adaptation au contexte, le risque de dépendance pédagogique et la progression rigide et la représentation partielle de la langue, aussi que l'autorité rarement remise en question. Alors, ce sont quelques limites, ok, des manuels. Et bon, concevoir un matériel. La conception, on peut la définir comme une suite de décisions pédagogiques où l'enseignant doit réfléchir à les objectifs d'apprentissage des élèves ou des cours et aux compétences à développer, à la progression pédagogique, à la sélection des contenus et des documents, au type d'activité, aux modalités d'évaluation, à l'accessibilité et à la motivation des apprenants. Et bon, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Ce que vous regardez dans la vidéo sont quelques activités que j'ai dessinées sur des plateformes comme Kahoot, Quizlet et Live Worksheet. Et bon, quand j'ai fait la licence en design et communication visuelle, on a dit que la forme et le contenu sont tout aussi importants. Mais quand j'ai approfondi dans le design éditorial, que c'est tout ce qui est relationné avec journaux, livres, magazines, et on a dit que le contenu est la chose la plus importante parce que le contenu donne des raisons d'être à la forme, ok? Alors, on peut dire que c'est la forme et le contenu et ces deux éléments qui sont indispensables pour concevoir une ressource pédagogique. Mais si on met dans un balance, on peut dire que le contenu c'est plus important parce qu'il donne des raisons d'être au projet éditorial, n'importe quel projet soit, ok? Alors, le plus important dans notre conception, c'est le contenu. Et si on a un bon contenu, la forme ou oui, le design, ce n'est pas très important, ok? Alors, ce que vous voyez dans la vidéo, ce sont des ressources que j'ai dessinées avec j'ai mis la parole. Avec ce que chaque plateforme donne. Alors, ce n'est pas des dessins très compliqués. C'est très simple, OK? Et bon, ce que vous voyez, c'est le Quizlet et maintenant c'est Live Worksheets. Et ce sont des ressources que j'ai dessinées pour donner des cours aux enfants avec les illustrations du livre qu'on utilisait. Parce que oui, j'ai pris un livre pour enseigner aux enfants. Et ce que j'ai fait, c'est justement adapter quelques ressources pour leur apprentissage. OK, alors on va continuer. Et maintenant, je vais vous parler de cette étude de cas, que c'est un cahier électronique de morphologie. Pour commencer, j'ai mis ces questions. Quels besoins pédagogiques ai-je identifiés?
Et bon, et bien que ce projet du cahier électronique a commencé comme un projet universitaire, et j'ai pu identifier un besoin réel pour les apprenants. Et le besoin pédagogique, c'est créer un bref manuel qui présente aux étudiants les principes de base les plus pertinents de la morphologie française. Hum, Après, quels objectifs d'apprentissage j'ai définis? Bon, en premier lieu, favoriser l'autonomie de l'apprenant, proposer une progression simple et claire, aussi varier les formes d'apprentissage grâce au numérique, renforcer la compréhension et la production en français et offrir des activités dynamiques et de renforcement de chaque sujet. Et la question suivante, c'est quel choix didactique ai-je effectué? Et organiser les contenus de façon progressive, proposer des activités courtes et variées, soigner la lisibilité et l'organisation visuelle, et concevoir un support utilisable en classe comme en autonomie qui pourrait être utilisé à la fois sous forme imprimée et numérique. La question suivante, c'est quel type d'activité ai-je créé? Le cahier comprend principalement des exercices de vocabulaire et de grammaire, bien sûr, des tâches de production écrite et quelques jeux de révision et aussi des moments d'auto-évaluation. Et quelles compétences sont développées avec ce cahier? Ce matériel permet de développer les compétences linguistiques, communicatives, l'autonomie, les compétences numériques et les stratégies d'apprentissage et d'auto-évaluation. Et finalement, quels sont les avantages par rapport à un cahier traditionnel? Bon, ce cahier électronique est plus flexible, plus dynamique et plus facile à actualiser parce que je l'ai créé. Alors, si je voudrais exercice ou les changer, je peux le faire parce que je l'ai dessiné. Aussi, il permet d'intégrer des ressources multimédia et interactives. Et je n'ai pas intégré ce type de ressources parce que je voulais que ce cahier s'utilisait aussi imprimé et numérique. Et il peut aussi être utilisé aussi bien en présentiel qu'à distance. Et bon, à continuation, je vais vous montrer quelques images du cahier. Et voilà la première page. Et le manuel s'appelait Manuel de morphosyntaxe, formation des mots et lexicologie, une vue d'ensemble. Et la table des matières, il a eu deux parties, la première partie de morphologie et la deuxième de syntaxe. C'était como una portadilla de la première partie. Et voilà comme une petit échantillon de ce qu'était le contenu, avec les textes et chaque partie du table de matière. Et les exercices, je les ai identifiés avec un petit crayon. Et aussi, j'ai mis des petites tâches communicatives pour le faire, pas seulement de grammatique, de morphologie, sinon aussi le relationner avec la communication, avec oui, avec la communication en français. Et une auto-évaluation aussi. Ce deuxième
page. C'est comme de la deuxième partie de syntaxe. Et voilà quelques comme ay, se me va la palabra, como esquemas, de esquemas différents. Et finalement, l'évaluation finale de tout le cahier. Et bon, en conclusion, concevoir des matériels didactiques ne consiste pas uniquement à produire des ressources attrayantes, sinon analyser les besoins des apprenants, transformer les objectifs pédagogiques en expériences d'apprentissage et assumer pleinement son rôle de médiateur. Former des enseignants capables de concevoir leur propre matériel, c'est former des professionnels capables d'innover, d'adapter leur enseignement et de répondre aux réalités de leur classe. Et pour finir, je voudrais dire ces phrases. Un bon enseignant utilise des matériels, mais un enseignant réflexif, ou je voudrais dire compétent, les conçoit également. Et bon, voilà les références. Et bon, c'est tout. Merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Les softwares pour faire votre cahier, c'est aussi LiveWork 7 avec LiveWork 7. Non, j'ai utilisé Adobe InDesign et c'est software, c'est que j'utilise le plus parce que comme dessinatrice, je travaille chaque projet éditorial, mais je crois qu'on peut faire les ressources, n'importe quel soit le software ou le site internet. Et l'important, c'est de profiter toutes les ressources qu'on a pour créer ce que nous voulons. D'accord. Merci. Merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Madame Franco, oui, pardon. Merci. Je voulais te féliciter parce que ton travail est très bien fait. Ce serait génial si tous les profs, nous pouvions être aussi des designers parce que les choses seraient beaucoup plus simples. On saurait utiliser tous ces logiciels et tout ça. Mais mon commentaire va dans le sens où, comme tu le dis, tous les professeurs devraient préparer leur matériel. La question, c'est que souvent, on n'en a pas le temps. Et je me souviens que quand je me suis formée dans les années 80, il y a très longtemps, c'était l'approche communicative qui était à la mode et on nous enseignait à travailler sans manuel ou hors manuel. Et c'est ça ce qui est très motivant parce que on apprend à ne pas dépendre, comme tu le mettais dans une de tes diapositives, on n'est pas dépendant du matériel déjà tout fait. Il est beaucoup plus satisfaisant pour l'enseignant et pour les étudiants quand on fait ses propres matériels et qu'ils sont adaptés spécifiquement à notre public, parce qu'on connaît les étudiants et tout ça. Donc, c'est vraiment très chouette quand on n'a pas un manuel à suivre. Mais quand on commence, on se sent un peu perdu si on n'a pas un livre à suivre. Et je crois que ce serait bien, dans la formation des professeurs actuels, de leur montrer que c'est beaucoup mieux quand on fait le matériel. Par ailleurs, il y a la question pratique, que quand on a des grandes classes, qu'on a peu d'heures dans une institution et qu'on doit passer de l'une à l'autre, évidemment, on n'a pas assez de temps
pour préparer tout le matériel, pour le tester, pour le modifier. Mais ce serait génial que tout le monde puisse le faire au moins en partie, comme tu l'as fait avec ton cahier électronique et aussi qui est susceptible d'être utilisé sur papier. Je te félicite. Merci Merci. beaucoup. Merci. Et oui, quand j'ai étudié la matière de conception des matériaux ici à la Licelle, et nous avons appris à identifier les avantages et les inconvénients d'utiliser un matériau ou de le faire nous-mêmes. Et chaque choix a ses avantages et ses inconvénients. Il faut les évaluer et mm, n'avoir pas peur de les dessiner nous-mêmes. Et il n'importe pas trop si ce n'est si joli comme ma présentation ou comme mon cahier, mais ce qui est le plus important, c'est que nous, comme enseignants, savons que l'apprenant va renforcer les apprentissages, va améliorer leurs connaissances avec ces ressources que nous allons dessiner. Merci beaucoup. Oui, profesora Selma. Oui, j'étais en train de réfléchir sur ta première question. Combien de fois, quand on travaille avec un matériel, combien de fois on finit pour changer le matériel, pour l'adapter, tout ça, et à fin de compte, on doit investir du temps si on travaille avec un matériel tout fait, parce qu'on l'adapte aux élèves. Donc, ça serait bien, comme ma collègue Yolanda Lopez dit, de savoir tout type de dessin, de stratégie graphique, mais ça existe des plateformes, ça existe des logiciels, des applications qui donnent déjà les formats où on doit seulement mettre les informations pour essayer d'adapter les sujets aux caractéristiques de nos élèves. Oui, et bien sûr, on peut les concevoir comme en espagnol on dit à main. Je ne sais pas si en français c'est le même, à mano ou de manière analogue. Il ne faut pas être numérique. Oui, c'est comme un avantage, non, d'avoir toutes ces plateformes, les ressources, les images, etc. Mais on peut aussi concevoir des ressources en papier aussi. Merci, professeur Sulman. Et Adriana? Oui, merci. Bonjour. Bonsoir plutôt. Je crois que la création des documents didactiques, ce n'est pas seulement à partir d'un professeur. Si c'est à partir de moi, c'est bien parce que j'ai besoin des documents, des exercices et des plateformes pour montrer un aspect grammatical, un sujet. Cependant, c'est à partir de l'académie, de l'école où je travaille. Notamment, je travaille au CCH, comme quelqu'un de vous, vous le savez, et ça fait 2 ans, oui, ça fait 2 ans qu'on a eu un nouveau programme. On a renouvelé le programme. Et à partir de l'année dernière et cette année, on a fait des ressources didactiques à partir d'un groupe de travail. Et l'année dernière, ils ont travaillé, parce que je n'étais pas là, ils ont travaillé, je crois, le niveau 1 et le niveau 2. Et chaque professeur qui était dans ce groupe devait travailler à partir d'un apprentissage et développer toute une séquence didactique. À la fin de ces 2 ans, ça c'est la deuxième année, la seconde année, pardon,
La professeure qui a mené ce groupe de travail a, je ne sais pas combien de ces stratégies pour développer. Et comme c'est une professeure de carrière, elle nous a dit qu'une fois qu'elle aurait tout fini, elle nous partagera toutes les séquences que nous avons faites pendant ces 2 ans. Et ça peut nous aider à améliorer, si moi j'ai fait une séquence, je peux améliorer ma propre séquence. Mais si j'ai une autre séquence de notre professeur que je trouve qu'il y a des opportunités, je peux le modifier, mais à mon titre personnel. Mais c'est à partir de l'académie, de mon école, qu'on peut faire ça pour améliorer et faciliter le travail du professeur et des étudiants, parce que ça aide, ça nourrit, parce que dans les réunions que nous avons eues, chaque fois que nous présentons notre séquence, il y a une critique. Oui, je considère que ça c'est bien, mais ça c'est excessif. Je crois que c'est un peu légère. Tu n'as pas arrivé à montrer. Je crois que tu peux refaire mieux. Je crois que tu pourrais améliorer. Cette critique est toujours constante. Et s'il y a des professeurs qui sont nouveaux, qui n'arrivent pas à avoir la connaissance de quelques-uns qui nous avons déjà plus des vies de 15 ans, alors, on donne des conseils. Tu peux faire ça et ça et ça et ça pour améliorer. À la fin, je ne sais pas quand, mais j'espère bien avoir ces gros livres parce qu'elle nous a dit qu'à peu près ça serait comme 600 pages de travaux. Donc, c'est à partir d'un groupe de travail qu'on peut améliorer vraiment cette performance dans la salle de classe ou en ligne. Merci beaucoup. Ah, et je vous félicite parce que je vois que c'est beaucoup de travail et que c'est enrichissant pour vous recevoir des critiques. Et je veux puntualiser que recevoir des critiques, ce n'est pas mauvais parce que comme nous le faisons au CCH, nous recevons des critiques, mais les critiques sont pour améliorer le travail. N'ayez pas peur de mots critiques parce que ça nourrit, ça enrichit le travail. Donc, je considère que ça, c'est un bon travail du départ, mais au fur et à mesure, vous allez améliorer votre travail. Je ne le connais pas, je ne peux pas critiquer, mais quand on voit nos premières bébés, nos premières créations, avec le temps, nous verrons qu'on peut améliorer ce travail ou ces travaux. Merci. Félicitations. Oui, merci beaucoup. Et je voudrais ajouter que la conception des méthodes, comment on les utilise, et nécessite toute une équipe de professionnels, et des pédagogues, et des linguistes, les éditeurs, les designers. Mais en tant que professeur, nous pouvons améliorer notre activité d'enseignement avec des ressources conçues par par nous-mêmes. Et à cette ère de l'exigence que vous avez mentionnée, l'intelligence artificielle peut grandement aider ceux qui ne se sentent pas suffisamment compétents pour concevoir leurs propres ressources. Alors, on peut comme echar mano de eso. Merci beaucoup, Adriana. María del Socorro. Ah oui, oui, c'est moi. Bon, à propos de l'intelligence artificielle, toujours, on a besoin de l'autre, c'est-à-dire d'autres personnes, de nous-mêmes, oui, parce que l'intelligence artificielle ne connaît pas tout. Oh, c'est ça, je viens d'avoir un cours d'intelligence artificielle générative et la professeure nous a recommandé toujours les faire valider avec l'expérience humaine dans des groupes de travail
parce que c'est plus professionnel avoir quelque chose et les mieux les mieux faites, non? Mais je pense que c'est à partir du programme d'études que aussi on doit faire bon, que c'est la base, oui. Si on n'a pas les programmes, et on n'a pas de port. On ne sait pas où est-ce qu'on va. D'accord? Donc, après, c'est ce que vous voulez faire. Mais toujours, il faut compter avec quelqu'un d'autre pour améliorer l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle générative, je pense qu'il y a des programmes qui sont pas mal, hein? Pas mal, sont très très bien, mais ne sont pas tout, hein. Même elle est expertise en intelligence artificielle, c'est une Allemande qui travaille à Catalan. Et elle nous a dit que de toute façon, la partie humaine, les professeurs, l'expérience fait la différence entre le travail qui est professionnel et le travail qui est seulement intelligence artificielle. Mhm. Donc, c'est ça la recommandation que nous avons eue dans les cours d'intelligence artificielle générative pour les matériels de n'importe quel matériel, conception de ressources. De toute façon, je voudrais vous féliciter, mais nous avons eu une expérience dans les départements où on trouvait tout très très joli, très joli, très joli, mais finalement, quand on commence à analyser, il y avait des problèmes et bon, ils n'ont pas pu continuer à renforcer, changer les programmes d'études. Et bon, bah, on utilisait un livre commercial parce que les profs et les élèves étaient perdus. Donc, c'est vrai que l'expérience humaine et la critique constructive est essentielle. Oui, est essentielle pour arriver à bon port. Voilà, c'est ça que je vous dis. Mais mes félicitations. Je pense que c'est très bien fait votre travail. Bon. Merci beaucoup. Et il vous Et manque la deuxième partie, hein? Et travailler avec quelqu'un. oui, Merci. merci beaucoup. Et bien sûr que nous devrions chercher la formation pour utiliser l'intelligence artificielle comme un outil de conception, OK? Et c'est super, super bien. Et maintenant, je voudrais lire les questions dans le chat. Et Karen demande, combien de temps ça t'a pris de faire ce manuel? Et félicitations, je suis d'accord, ça serait génial d'avoir le temps pour tout faire. Et je l'ai fait pendant la matière de morphologie, c'était un mois et que je l'ai créé. Anna Bravo dit, en France, souvent les universités proposent leur propre méthodologie après faire des recherches et tester les matériels. Après, les maisons d'édition publient des manuels. Oui, je crois que quand une institution te demande d'utiliser quelques méthodologies, c'est pour avoir plus de contrôle. Mais si ton institution ou l'institution où tu travailles te permet de créer tes propres ressources, tu peux le profiter. Et Anna Bravo dit,
C'est vrai, on a toujours besoin d'adapter les manuels, tant mieux si c'est d'une manière plus organisée et systématique au niveau individuel. Bien sûr que si au Mexique, les enseignants n'ont pas trop de temps pour créer leurs propres ressources, mais c'est comme quelque chose qu'on fait de plus. Et si on a l'opportunité. Et bon, pour conclure, je voudrais dire que nous ne devons pas être des professionnels, mais que nous voulons vraiment que nos étudiants apprennent. Et cela nous amènera à mettre en place les ressources nécessaires et pour ce qu'on a besoin de développer dans la salle de classe. Et bon, merci à la professeure Sulma, merci au coordinateur Ismaël et à tous vous qu'on a écouté mon présentation. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Ana. Nuevamente una felicitación a nuestras tres excelentes ponentes. Gracias por estos temas tan interesantes. Muchas gracias también a la maestra Zulma nuevamente por su apoyo en esta presentación. A todos los que nos acompañaron del CEIA Catlán, de la Licel, externos y por sus contribuciones en este evento que fue muy especial. Yo creo que lo vamos a replicar, ¿no? En los diferentes idiomas de la Licel, eso sería interesante. Y pues muchas gracias. Maestra Zulma, si tienes un comentario final, adelante. Sí, muchas gracias a las participantes, a los que nos dedicaron esta tarde para poder escucharlas, a ti en particular, Ismael, por aceptar este tipo de iniciativas y apoyarnos. Y sí, antes de irnos, quisiera leer una pregunta que me pareció muy interesante y que en su momento no pudimos responderla. Es en relación a la presentación de Karen Reyes. Monsieur Serge Ivan Reasa, il a dit, pensez-vous que le créole haïtien pourrait fusionner avec l'espagnol dominicain en raison de la domination de l'espagnol en République dominicaine et de la puissance économique de ce pays? Très bonne question, c'est une très bonne question. Je pense que les langues évoluent. Donc, l'effet, comme vous l'avez écrit, fusionner, je ne crois pas. C'est-à-dire, les langues deviennent plus riches grâce aux rencontres de différentes langues. Donc, la langue espagnole pourrait introduire quelques mots du créole haïtien, surtout parce qu'actuellement, il y a un mouvement très fort de migration de la communauté haïtienne. Donc, je pense que l'espagnol peut devenir plus riche grâce aux apports de la communauté haïtienne. Mais nous allons voir dans le temps si ça va, répondre aux intérêts internationaux aussi, parce qu'actuellement, il y a une ligne de revalorisation des langues originaires, des langues maternelles. Donc, je pense que la langue espagnole peut s'enrichir grâce à la langue créole haïtienne. Alors, moi, Madame Sulma, moi, je voulais dire, c'est à l'inverse. Je voulais dire, si vous pensez que le français créole de l'Haïti peut être influencé par l'espagnol de la République dominicaine. C'est à l'inverse, c'est ce que vous avez D'accord, je n'ai pas répondu. compris Oui. votre question. Donc, vous pouvez répéter encore une fois? Si vous pensez que le créole haïtien peut être influencé fortement de la langue dominicaine, de la langue espagnole de la République dominicaine. Oui, je pense que oui, parce que les langues évoluent. Comme vous venez de dire, bah, les langues peuvent s'enrichir grâce à ces contacts entre les peuples, entre les populations. Donc, je pense que c'est possible. Mais bah, le temps va nous dire si vraiment les langues vont évoluer ou ils vont rester de façon parallèle. Mais très Merci. bonne question. Merci beaucoup, merci. Doctora Yolanda. Merci beaucoup.
J'aurais voulu assister à la première présentation, justement celle de Karen Reyes à propos du créole. Et juste un petit commentaire. Bien des Haïtiens qui arrivent au Mexique, réfugiés ou migrants, parlent aussi le français du fait que, comme vous le disiez, ils sont formés à l'école en français. Donc, pour la petite anecdote, mon fils est secouriste à la Croix-Rouge et un jour, ils ont eu un appel parce qu'il y avait un conducteur de moto, un motard, qui avait eu un accident. Donc, c'était mon fils qui a été appelé avec euh, son équipe. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte que la personne avait du mal à parler l'espagnol. Et donc, il a demandé s'il parlait français. Il lui a dit oui. Et il lui a raconté que c'était un Haïtien. Et donc, il a pu mieux l'aider pour bon, tous les soins qu'il fallait faire, l'histoire, comment ça s'était passé et tout ça. Donc, je pense qu'il est très important de faire les deux choses, c'est-à-dire permettre aux gens qui sont en contact avec les migrants de comprendre, d'apprendre le créole haïtien ainsi que le français et mobiliser toutes les ressources parce que, comme le disait aussi Dulce, par l'intercompréhension, on arrive à se faire comprendre et à comprendre l'autre. Mais si on pouvait étudier le créole, ce serait génial. J'aurais voulu assister à la présentation. Dommage. Merci. Je voudrais retourner à la question de Serge Ivan Reazza, et parce que je n'avais pas compris la question quand je l'ai lue. Mais une fois qu'il a répété, j'ai bien compris. Si vous demandez le rapport entre la langue haïtienne et l'espagnol de la République dominicaine sur l'île, je vais vous raconter une anecdote aussi. Quand j'étais plus jeune et que j'étais assistante d'espagnol en France, j'ai connu un assistant d'espagnol qui était dominicain. Et il nous racontait qu'il détestait, tous les Dominicains détestaient les Haïtiens, par des raisons raciales, par des raisons économiques, par des raisons politiques. Donc, il n'y avait pas cet échange sur l'île entre l'espagnol et les créoles ou les français. Et peut-être la situation reste la même. Et je ne sais pas parce que je n'ai pas le contact avec aucune personne, aucune de ces deux nationalités. Mais comme a dit Yolanda, étant donné que les Haïtiens arrivent au Mexique, c'est plutôt eux qui vont se nourrir plus de notre langue espagnole et de notre langue maya ou aztèque ou zapotèque. Soit où ils arrivent, ils vont se nourrir plus. Peut-être au long terme, l'arrivée des Haïtiens va percer peu à peu l'espagnol de notre pays. Mais je crois que comme c'est une communauté petite, ça va prendre du temps à percer dans l'espagnol, mais du continent, du Mexique. Mais disons qu'il y ait une ligne frontière entre l'espagnol dominicain et le français haïtien, comme chez nous, el pocho, je ne sais pas comment on appelle aujourd'hui, un mélange entre l'espagnol et l'anglais dans la frontière. Je ne crois pas que ça soit beaucoup plus riche que dans l'espagnol anglais. Mais il faudrait avoir les contacts avec les habitants de ces deux pays pour le savoir. Autrement, on fait des spéculations. Merci. Muy bien, pues con esto concluimos nuestro noveno ciclo de conferencias Babel, la lengua nunca termina. Muchísimas gracias. Hasta pronto.